C'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, que le comité d'organisation a donné rendez-vous pour le lancement de la 2e édition de Africa Santé Expo. Cette initiative a pour objectif de répondre à un besoin en matière de partage d'expériences. Un creuset entre pharmaciens africains et occidentaux, Africa Santé Expo est un salon d'affaires, de compétences et d'échanges des acteurs du monde de la pharmacie. Vous savez, quand on va à l'étranger, on va assister à des salons et tout ça, mais on ne parle pas de nos réels problèmes qui sont la lutte contre les faux médicaments, les médicaments de la rue. On a eu Ebola, maintenant il y a Lassa. Enfin, quand vous réfléchissez à tout ça, on a eu 16 pays qui sont venus. On a partagé les expériences. Mais le monde de la santé ne se limite pas à la pharmacie. Donc nous nous sommes rapprochés des médecins parce que c'est tous ensemble que nous allons trouver des solutions. Au programme, les échanges de compétences, le savoir-faire dans le cadre d'une coopération sud-sud et nord-sud, la contribution au développement des industries pharmaceutiques d'Afrique par une stratégie de développement de pôles d'excellence, la promotion du partenariat public-privé dans le domaine de la santé et de l'industrie afin de mobiliser les ressources nécessaires. C'est l'objectif de ce salon prévu du 25 au 27 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Géothermie profonde, biomasse, pompe à chaleur, hydroélectricité. Strasbourg prépare sa révolution verte et multiplie les chantiers pour préparer un futur post-pétrole et un post-Fessenheim avec 100% d'énergie renouvelable en 2050 comme objectif. L'eau chaude qui est prélevée est refroidie en surface au travers d'un échangeur et réinjectée à 60 degrés dans le 2e forage. Donc on va prélever cette chaleur à 200 degrés, on va fabriquer de l'électricité au travers d'une centrale qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Et on va aussi fournir une partie de chaleur à 30 degrés et à 80 degrés pour des applications industrielles, des applications agricoles, des applications de chauffage urbain. Ce site géothermique est la symbolique de cette transition qui est nécessaire aujourd'hui et qui va permettre à moyen terme de chauffer l'équivalent de 25 000 logements au niveau de l'agglomération strasbourgeoise, ce qui est pour nous un cap extrêmement important si nous voulons atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est l'autonomie énergétique, c'est aussi l'emploi local et donc il y a non seulement les enjeux énergétiques, mais il y a aussi les enjeux de développement local sur notre territoire. Le projet, l'un des plus importants chantiers de ce type en Europe continentale, sera terminé en 2019. Il alimentera à terme le réseau d'eau chaude et de chauffage des établissements publics, maisons de retraite, écoles, hôpitaux et un tiers des 65 000 logements du parc HLM. Tu dois assembler les uns avec les autres. Il y a de cela quelques années, cet endroit était communément appelé la région des lagunes. 3 cours d'eau l'irriguent. La Nyembi, la lagune Ébrié et le fleuve Bandama. Au bord de la lagune Ébrié se trouve le village Ngati à 5 km de Dabou. La seule supérette de ce village est la propriété de cette dame. Cette quinquagénaire est persuadée que le permis lui permettra elle-même de faire ses courses pour l'approvisionnement de sa boutique, ce qui lui semble bénéfique. Mais maintenant, là, j'ai un courage à moi. Je n'aurai pas peur. Si ça me donne une voiture, je n'aurai pas peur de conduire. Jeanne Bras est l'un des bénéficiaires de cette grande opération de permis de conduire initiée dans la ville de Dabou par un politicien. Plus de 300 jeunes et adultes, dont Jeanne, passe le permis gratuitement. Il n'y a pas d'âge dans cette affaire d'avoir son permis. À tout âge, on peut conduire pour soi-même ou alors, pourquoi pas, essayer d'acheter sa propre voiture et puis travailler pour soi-même. C'est encourageant et les plus jeunes pourront la suivre. Située à 45 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, la ville de Dabou compte beaucoup de jeunes en quête de reconversion sociale. Pour certains, le permis de conduire est un passeport pour y arriver, mais pour Jeanne, une aubaine pour améliorer ses revenus.
Ici, à Alitena, à quelques kilomètres de la frontière érythréenne, les habitants sont inquiets. Cette région, au nord de l'Éthiopie, est en majorité habitée par le peuple Irob. Depuis l'annonce du Premier ministre le mois dernier de respecter la frontière décidée par une commission internationale, les habitants ont peur de voir leur famille divisée. Cette décision va diviser la population. Si des frères sont séparés, ça va poser des problèmes. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Les signaux en faveur de la paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale Addis Abeba. Mais ici, en territoire Irob, rare bastion du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous pensons que ça peut se faire sans donner des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas source de conflits. Pour l'heure, aucune terre n'a encore changé de main. Pour certains Irob, la paix est aussi signe d'opportunité. En ouvrant les routes entre les deux pays, le commerce pourrait être relancé. Pour d'autres, ce serait une occasion rare de retrouver des membres de leur famille disparus pendant les conflits. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est collé à notre télévision. Si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Son mari, accusé d'avoir donné de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre, avait été arrêté par les Érythréens et n'a plus jamais donné signe de vie. L'espoir renaît dans cette frontière oubliée. Depuis quelques mois, ces enfants retournent enfin à l'école. Cela fait plusieurs années qu'ils vivent avec leur famille dans des camps de déplacés où tout manque. De jeunes étudiants bénévoles de Mogadiscio viennent leur donner des cours sous des abris de fortune. Au début, nous ne pouvions même pas les nourrir, mais au moins, nous pouvions leur donner un enseignement pour en faire une génération éduquée. Les volontaires donnent des cours à près de 600 élèves âgés de 6 à 15 ans dans 4 camps de réfugiés situés à proximité de la capitale. Une opportunité pour ces enfants qui rêvent d'un avenir meilleur que celui de leurs parents. J'aime étudier dans cette école. Et plus tard, je veux être infirmière pour aider les gens dans les hôpitaux. Sans ressources, les familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Les cours donnés par les jeunes volontaires permettent une alternative aux écoles coraniques qui sont les seules à prodiguer un enseignement gratuit. Ces volontaires donnent des cours à plusieurs de mes enfants parce que je ne peux pas payer les frais de scolarité. Avant, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que 2 de mes fils aillent à l'école. Ça représentait 20 $ par mois chacun. J'ai d'autres enfants et je ne peux pas payer leur scolarité. Des décennies de guerre civile et de famine ont conduit des centaines de milliers de Somaliens à fuir leur foyer et à s'installer dans ces camps, oubliés de toute aide gouvernementale. Selon une ONG internationale, il serait plus de 800 000 dans ce cas. Le bâtiment est discret sur les hauteurs de Guéré. C'est ici qu'une jeune start-up développe un kit de diagnostic qui va certainement faire progresser les traitements contre le cancer. On s'est rendu compte qu'actuellement, il y avait une problématique qui n'était pas couverte par un certain nombre de tests diagnostiques qui consistaient à mettre en évidence des cellules souches cancéreuses. Alors ces cellules souches cancéreuses, elles sont responsables des métastases dans le cas de cancer et ce sont elles également qui sont responsables de l'agressivité des cancers. Leur procédé, breveté et secret, s'appuie sur une protéine issue du monde végétal qui cible particulièrement la concentration de ces cellules souches cancéreuses en les marquant grâce au glucose. Et elle détecte les sucres qui sont à la surface des cellules. Donc du coup, on a des sucres par exemple dans les groupes sanguins. Donc du coup, nous, on se sert de cette technologie pour détecter en fait des sucres à la surface des cellules souches cancéreuses qui sont particuliers. Les premiers tests de dépistage effectués sur le cancer du côlon ont donné des résultats prometteurs et permettraient d'améliorer les pronostics des malades d'au moins 6 mois. Pratiqué sur des stades précoces de tumeurs, il pourrait devenir un outil précieux pour les oncologues. Ça permettra d'individualiser le traitement, de l'adapter à chaque cas particulier
et peut-être de prendre des décisions thérapeutiques plus importantes dès le départ lorsqu'il y aura la présence de cellules souches cancéreuses et peut-être de faire des traitements plus allégés lorsqu'on n'aura pas ces cellules. Le kit intéresse surtout les spécialistes comme Christophe Ginestier, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Avec son équipe, depuis la découverte de l'existence de ces cellules souches cancéreuses il y a une quinzaine d'années, il tente de mettre au point des traitements spécifiques. On essaie de comprendre comment fonctionnent ces cellules souches cancéreuses. Donc pouvoir les isoler, c'est un point clé. Et on essaie de comprendre ce qui fait leur différence par rapport au reste de la masse tumorale et qu'est-ce qui fait qu'elles sont si agressives par rapport au reste. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours avec des thérapies qui ciblent spécifiquement ces cellules souches cancéreuses pour montrer que l'élimination de cette population améliore considérablement l'évolution de la maladie en la bloquant. Rapide, le test basé sur la biopsie de la tumeur est surtout moins cher, 300 € contre 600 pour d'autres tests déjà sur le marché. Les premiers kits seront commercialisés pour les laboratoires dès septembre. Après le cancer du côlon, la société est en train de breveter de nouveaux tests pour les cancers gynécologiques et ORL. Éléphants en état d'arrestation. Ici dans l'état indien du Karnataka, des éléphants domestiqués sont utilisés pour capturer leurs congénères sauvages, accusés d'avoir tué des villageois. Direction un camp de rééducation. Ce refuge est comme une prison pour éléphants. On prépare l'endroit avant leur capture, on répand de la paille et des feuilles, on y libère l'éléphant pendant 2 jours et après la période de repos, on commence à le domestiquer et le dresser. Près de 30 éléphants sont gardés dans cette prison en plein air, ouverte au public. Les visiteurs peuvent s'approcher des pachydermes, mais seulement à la fin de leur rééducation d'1 an. Chaque année, 30 à 40 personnes meurent tuées par des éléphants dans le Karnataka. Ces éléphants sont des éléphants vraiment problématiques, qui ont tué plusieurs êtres humains. Tous sont des éléphants dangereux. Donc pour éviter des conflits entre hommes et éléphants, on les capture et on les amène ici. Capturé en décembre 2017, cet éléphant a tué 2 personnes, dont le frère de Girish, employé d'une plantation de café. L'éléphant a piétiné mon frère et lui a écrasé les mains et les jambes. C'était une vision insoutenable. Ma belle-sœur n'a pas voulu regarder. Je me suis rendu sur les lieux, j'ai vu ce qui s'était passé et je me suis senti très mal. Girish travaille dans la peur d'être lui aussi attaqué. La présence de l'homme réduit petit à petit l'habitat naturel des éléphants et multiplie le risque de rencontres. En plus du camp de rééducation, des panneaux d'avertissement, barrières, tours de guet et même alertes par SMS ont été mis en place, mais pas toujours avec succès. Comme vous pouvez le voir, aucune barrière physique ne peut arrêter les éléphants. Cette barrière est juste normale, mais ils font la même chose avec les barrières à énergie solaire ou même les tranchées. On a des photos et des vidéos prouvant que les éléphants franchissent les tranchées creusées au bord des routes. Le Karnataka compte environ 6000 éléphants, soit 20% de la population totale d'éléphants en Inde. Autant de pachydermes à apprivoiser pour une coexistence sereine avec cette figure de la mythologie hindoue, symbole emblématique de l'Inde et favori des touristes.